à tous, merci de votre fidélité. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. C'est parti pour le sommaire de cette émission. Gros plan cette fois-ci sur Imagine for Margot, association qui se mobilise contre le cancer des enfants. Quelles sont les missions de cette association, ses réussites aussi, vous le verrez dans un instant. À suivre dans ce mag le récit de Clara, étudiante en droit, qui a découvert à l'âge de 16 ans qu'elle avait un cancer. Aujourd'hui, eh bien, vous allez voir qu'elle milite activement pour mobiliser tous les acteurs de la recherche. On est d'ailleurs à propos de la recherche, on verra ça dans un instant. Et puis autre récit, cette fois-ci ce sera dans la loupe d'Alix Nguyen, et bien celui d'un papa, récit pour le moins émouvant, vous le verrez. Bonjour Maxime Roch, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être sur le plateau de School TV Le Mag. Vous êtes responsable communication et marketing chez Imagine for Margot. Je fais toujours attention parce que j'ai toujours envie de dire Imaginal. Bref, Imagine for Margot, Children Without Cancer. Et oui, j'ai sorti l'accent. Et on est en plateau avec Clara. Salut Clara. Bonjour. Merci d'être avec nous. Clara Géry, étudiante en droit à la Sorbonne. En troisième année, c'est ça? Troisième année, c'est ça, oui. On s'accroche. On tient le coup. Bénévole de l'association Imagine for Margot, Children Without Cancer. Go Fight Win, c'est la devise de l'association. C'est aussi ta devise. On va dire que je peux la reprendre, ouais. C'est important de se battre, de ne pas lâcher. Il y a plein de moments où on a envie de lâcher, on a envie, mais on garde espoir. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il faut rester combatif, on va dire. Tu as quel âge aujourd'hui, Clara? J'ai 21 ans. Tu as 21 ans. Ça fait donc 5 ans? À peu près, ouais. Et comment tu l'as appris au final? Voilà. Comment tu as appris que tu avais un cancer? Je te pose la question abruptement en disant sciemment le mot cancer qu'on a, j'ai l'impression, beaucoup tardé à te dire. Mais en fait, j'ai toujours fait beaucoup de sport déjà. Donc pour moi, c'était un peu impossible, enfin, très peu probable que je développe des maladies, on va dire comme ça. J'ai fait beaucoup de tennis. Et c'est vrai qu'à l'âge de, je pense, 16-17 ans, j'ai commencé à avoir de grosses douleurs au niveau du dos. Et pour moi, impossible que ce soit autre chose que juste, je me suis fait une foulure, j'ai un problème juste musculaire. Dès que tu servais, dès que tu montais à la volée, c'est ça. Toujours cette douleur-là. Exactement. Et bien sûr, mes profs me disaient, ben non, il faut juste que tu ailles voir un kiné, quoi. Donc j'allais voir des kinés, etc. Et pour moi, j'avais pensé à autre chose. Puis à un moment, ça m'a vraiment empêché de dormir. Et j'ai dit, voilà, il faut qu'on aille faire une IRM, quoi. Et l'IRM a montré qu'il y avait une boule qui était là depuis près 2 ans, quoi. Et on ne comprenait vraiment pas ce que c'était. Donc on a fait des biopsies, etc. Et c'était très compliqué de poser un diagnostic tellement la tumeur était particulière. Et donc bien sûr, c'est très dur après pour comprendre qu'au final, tu as un cancer. Et il a fallu 2 opérations concrètement pour qu'on t'annonce, c'est ça, que tu as un cancer. Il ne voulait pas me dire, il m'a dit il faut que tu suives une chimio, mais jamais le mot cancer a été prononcé. Donc pour moi, essayer de comprendre ce qui m'arrivait, c'était très compliqué, quoi. Maxime, le mot cancer est tabou chez les adultes, il est encore plus chez les enfants. Oui, en fait, il y a un véritable tabou autour du cancer de l'enfant. Un peu moins, je dirais, autour du cancer de l'adulte, parce qu'en fait, tout le monde est un peu concerné par le cancer, de près ou de loin. On connaît tous dans notre famille quelqu'un qui a été touché par un cancer. Et pour l'enfant, c'est encore un tabou. On a du mal à concevoir qu'un enfant puisse avoir un cancer, il puisse naître avec un cancer, il puisse avoir un cancer entre ses 5 et ses 24 ans, parce que lorsqu'on parle du cancer des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, ça va ensemble, ça va jusqu'à 24 ans, donc c'est aujourd'hui un tabou, et on essaye, nous, chez Imagine for Margot, de mettre un terme à ce tabou, de sensibiliser, de mobiliser un maximum de personnes pour qu'en fait on se mette tous pour ce combat, et qu'on se mette tous contre le cancer. Quand on t'annonce ostéosarcome de haut grade? Je comprends rien. Je sais que c'est grave vu leur tête, mais je comprends pas, quoi. Je sais pas ce qui m'arrive. En fait, je suis un peu totalement déconnectée, quoi. Je sais qu'il faut que je suive un processus, qu'il va falloir que j'aille à l'hôpital, etc. Mais je comprends pas ce qui m'arrive, quoi. Et alors? Donc quand je vais... Quel traitement? Des chimios? Des chimios. Qui marchent pas? Qui marchent pas, dans un premier temps. Des grosses chimios, parce qu'il fallait absolument arrêter qu'elles grossissent. La progression, parce que cet ostéosarcome progressait. Et après, je pense 2 mois, on m'a dit que ça fait aucun effet, qu'elle continue à grossir. Donc voilà, j'ai eu peur. Et donc on m'a fait, il faut absolument qu'on commence la radiothérapie et qu'on commence à faire une plutôt grosse opération pour enlever les 3 vertèbres qui sont touchées par la tumeur. Donc là, ça a été une opération plutôt délicate, quoi. Ça a été
il va falloir... Avec l'appréhension, j'imagine, bien sûr, pour sa propre vie, et l'appréhension aussi, dans un autre scénario, de ne plus pouvoir marcher. Oui, c'est exactement ça. Ouais. On m'a dit, il y a 50% de chances que tu ne marches plus après, parce que c'était trop proche de la moelle épinière. Et bon, je me réveille et je les vois tous les trois au bord de mon lit, et ils vont secouer tes jambes maintenant, quoi. J'étais totalement... Alors ça, j'arrive à les bouger. En fait, je ne comprenais pas qu'elle avait réussi, donc tant pis pour moi, quoi. Donc, ouais. Et Dieu merci, tu arrives à les remuer encore aujourd'hui. Preuve en est encore en septembre dernier, avec l'une des courses, l'un des événements importants de l'association, c'était en septembre dernier, dans le domaine de Saint-Cloud, et ça donne ça. 3, 2, 1, go! On va gagner avec tous nos efforts et qu'il ne faut surtout pas lâcher. Il ne faut pas que la maladie elle gagne, surtout pas contre les enfants. Il y a un monde fou, même si voilà, on défend une cause qui est compliquée, il y a des larmes, mais il y a aussi beaucoup de sourires. Et je pense qu'à chaque fois qu'on revient de cet événement, on est reboosté. Et je pense que le message d'espoir, c'est celui que je retiens avant tout. Magnifique, phénoménal, c'est juste magique. L'ambiance est incroyable. Super ambiance, super parcours. D'avoir Saint-Cloud rien que pour nous, c'est hyper agréable. Même quand des fois on a l'impression qu'on va flancher, on suit la vague bleue et on y va. Et ça, c'est génial. Cette année, nous avons encore fait un record. On est à plus de 2 300 000 € pour la recherche. On est là pour les guérir plus vite. On est là pour les guérir mieux. Super ambiance, on l'a entendu, super parcours, effectivement. Et ce chiffre, 2 300 000 € pour la recherche, avec un record à la clé. Bravo. Bravo, il y en a qui ont mouillé le maillot et d'autres qui l'ont un petit peu moins mouillé. Maxime. Dans l'organisation, du travail, et la communication et tout ça. Dans quelle mesure cet événement, il est capital pour l'association? Alors en fait, c'est le plus gros événement de l'association, et aujourd'hui, comme vous l'avez dit juste avant, il nous a permis de collecter 2 310 000 € qui sont intégralement reversés à la recherche. C'est ça qui est important aussi, c'est-à-dire que 100% des dons qui sont faits lors de cet événement sont reversés à la recherche. Ça nous permet notamment de financer cette année 9 programmes de recherche dans le cadre d'un appel à projet qu'on a monté, un appel à projet européen qui est Fight Kids Cancer, qui est en fait une réunion de plusieurs organisations au niveau européen, une organisation luxembourgeoise, une organisation belge et depuis cette année espagnole, qui en fait courent ensemble le même week-end. Enfin. Et on court tous ensemble le même week-end contre le cancer des enfants, et ça nous permet de financer aujourd'hui 9 programmes de recherche cette année. Qui était Margot ? Margot, c'était la fille de Patricia et d'Olivier Blanc, qui malheureusement est décédée d'une tumeur au cerveau. Lorsqu'elle a appris en fait qu'elle avait ce cancer, on lui a dit très rapidement que ça serait malheureusement pas soignable. Suite à cette annonce, Margot a voulu faire quelque chose qui est extraordinaire, mais qui aujourd'hui est quelque chose d'un peu commun, on va dire, c'est-à-dire elle a mis en place une cagnotte en ligne. Lorsqu'on revient en arrière. On parle de 2010, il me semble. On parle de 2010, oui. Et à l'époque, elle a réussi à collecter plus de 100 000 € qui ont été intégralement reversés à Gustave Roussy. Et en fait, c'est elle qui a initié en quelque sorte Imagine for Margot. Après son départ, ses parents ont voulu continuer son combat et ont créé notre association Imagine for Margot, qui depuis 2011 se mobilise contre le cancer et a affecté plus de 20 millions d'euros à la recherche. Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez en termes de sensibilisation au cancer pédiatrique ? Les principaux obstacles, c'est ce qu'on vient de dire avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, le cancer des enfants est un tabou. On a du mal à concevoir qu'un enfant puisse avoir un cancer, on a du mal à l'imaginer, parce que pour nous, un enfant, c'est pur, c'est sain, ça ne devrait pas avoir de cancer. Et c'est vrai, ça ne devrait pas avoir de cancer. Et c'est pour ça qu'on se mobilise aujourd'hui, c'est pour ça qu'on accélère la recherche, pour en fait qu'un jour, on puisse vivre dans un monde avec des enfants sans cancer. Clara, continuer le combat de Margot et continuer quelque part ton combat, c'est une évidence. Oui, bien sûr. Je sais que j'ai tellement de chance d'être là encore, que j'ai une bonne étoile qui veille sur moi.
Et que oui, j'ai pas envie d'abandonner pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance que j'ai aujourd'hui, quoi. Et alors, comment ça se passe au quotidien, justement? Comment toi, tu apportes ton énergie, effectivement, et tes mots aussi, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'échanges au sein de l'association et que tu dois voir aussi d'autres malades. En tout cas, je sais que par mon exemple, c'est bizarre de dire ça, mais j'essaye d'insuffler un peu de l'énergie, etc. Donc on organise, moi de mon côté aussi, et de mes parents, beaucoup d'événements en lien pour également récolter des fonds, sensibiliser. Donc voilà, c'est au quotidien, quoi. C'est dans les marchés, c'est dans les kermesses, c'est à travers des événements plus grands, des concerts, choses comme ça. Le prochain événement, il ne faut pas le rater. 18 novembre, pâtisserie, boulangerie. C'est l'éclair day. L'éclair day, attention à vos papis. Quels sont les programmes que vous avez financés effectivement depuis 2011, Maxime Destoureau? Il y a combien de programmes et surtout comment vous les sélectionnez? Quelle est votre stratégie d'investissement? Alors en fait, depuis 2011, on a financé à ce jour 51 programmes. Wow. Les 9 derniers ont été financés via la course Enfants sans cancer. Donc on a 51 programmes et on a abouti à 28 nouveaux traitements pour soigner les cancers pédiatriques. Comment on sélectionne ces programmes? C'est assez intéressant parce que c'est très très important. On a un process qui est extrêmement contrôlé, qui fait appel à des scientifiques. Je vous parlais tout à l'heure de Fight Kids Cancer, l'appel à projet qu'on a monté en 2020. C'est en fait aujourd'hui lui qui on va dire va tout centraliser. C'est-à-dire qu'il est organisé via une organisation qui s'appelle l'ESF et qui réunit un comité scientifique qui est composé de 10 éminents scientifiques reconnus au niveau international et qui vont en fait étudier chaque programme dans le but de voir si ces derniers sont innovants pour les enfants et qui vont ensuite les sélectionner. Et les accélérer aussi, ces programmes, ces essais cliniques aussi qui parfois... Ouais. En fait, ce qui est très intéressant dans Fight Kids Cancer, et c'est là qu'on touche aussi au cœur du problème, c'est-à-dire qu'avant Fight Kids Cancer, chaque médecin, lorsqu'il avait un programme, devait aller pitcher dans plusieurs pays. Il devait aller pitcher au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie pour réussir à récupérer des fonds. Aujourd'hui, via Fight Kids Cancer, en fait, il pitch qu'une seule fois. Son programme est éligible et nous, on le finance entièrement. Comment s'est passée ta scolarité, Clara? On a compris qu'aujourd'hui, effectivement, ça restait encore très compliqué et que tu étais, je reprends tes mots, sur un fil. Oui, c'est ça. Cette troisième année en droit pour cette licence. Avec un peu de recul? Déjà, ça a vraiment commencé quand j'étais en terminale. Et j'ai toujours eu des professeurs qui m'ont extrêmement bien accompagnée, qui m'ont témoigné énormément de gentillesse, de bienveillance. Et ça, je les remercie infiniment. Et bon, après, le confinement a fait que il n'y avait plus trop de problèmes, quoi. J'allais plus en cours et personne n'allait en cours. Il y a dû avoir un décalage, par exemple, de te couper entre cette période de confinement où tout le monde avait peur pour le Covid et toi qui te battais contre ton cancer, quoi. Le pire, ça a été tous les programmes, on va dire, pour les programmes blancs, on va dire, des hôpitaux qui empêcher, on va dire, les proches de venir nous rendre visite. Donc ça a été à la fois un combat contre la maladie, mais aussi contre le Covid, parce qu'il fallait à chaque fois demander aux médecins, demander aux infirmières, etc., de pouvoir que je sois accompagnée pendant mes chimios. Covid que tu as contracté d'ailleurs? Que j'ai contracté plusieurs fois, bien sûr, parce que j'ai tellement passé de temps dans les hôpitaux qu'à la fin. Donc ça a été au final bon. Je l'ai chopé. Parce que tu as fait allusion à ces chimios effectivement qui n'ont pas marché, mais ce qui a marché, c'est que ça t'a affaibli. Ah oui, beaucoup, beaucoup. On va dire que ça n'a pas duré très longtemps vu que ça fonctionnait pas. On a direct passé sur d'autres traitements, mais ça a été pour on va dire, remettre sur pied, ça a été très long, quoi. Et surtout, j'ai voulu absolument reprendre mes études à la Sorbonne rapidement. Et pour toi, c'était une évidence, ça? C'était une évidence, oui. Ça te permet aussi de tenir? Exactement. En fait, c'était un moyen de penser à autre chose, d'avoir une absorption autre que la maladie. Je voulais me définir autrement, en fait. Je voulais plus qu'on me dise « Ah, c'est Clara, la fille qui a un cancer ». Je dis « Voilà, c'est Clara, l'étudiante, qui va tous les jours à la fac ». C'est vrai? On t'en parle à la fac? Tu en parles, toi? J'évite un maximum. J'ai pas envie qu'on m'associe tout le temps. Exactement. D'accord. Mais quand c'est nécessaire, oui, je peux le dire. Et à la fac, ils te proposent une aide spécifique pour les moments où, par exemple, tu t'absentes, tu rates des cours? C'est toujours un peu compliqué, en fait. C'est toi qui t'organises avec les autres élèves, peut-être? En fait, c'est pas forcément un handicap comme eux, ils le conçoivent. Je peux pas dire, pas là pendant toute l'année, c'est que pendant des périodes assez courtes. Donc, trouver un accompagnement qui est assez personnalisé, c'est compliqué. Surtout, je voulais pas qu'on me différencie. Je voulais me dire,
je vais réussir sans les aides. Je suis une personne comme les autres, une élève comme les autres. Donc c'est plutôt toi qui t'organises. C'est ça, voilà. Puis même, c'est compliqué, quoi, parce que le cancer, comme... ils comprennent pas très bien comment ça fonctionne, quels sont les traitements, pourquoi je suis pas là. C'est compliqué aussi de trouver un bon accompagnement, on va dire. On a même l'impression que c'est compliqué du point de vue des professionnels parce qu'il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas sur le cancer. Oui, en fait, on en découvre à peu près tous les ans. Pour vous donner un petit ordre d'idée, moi, quand j'ai intégré l'association, il y a à peu près 2 ans et demi, on parlait de 60 types de cancers chez l'enfant. Aujourd'hui, on parle de 100 types de cancers. Donc, en fait, plus on cherche, plus on découvre. C'est aussi une particularité, c'est que le cancer de l'enfant est complètement différent du cancer de l'adulte. Il a beaucoup de spécificités. Et en fait, vu le nombre d'enfants qui sont chaque année diagnostiqués, c'est 2500 enfants qui sont diagnostiqués chaque année, ça en fait des maladies rares pour les industriels. Cette propension, elle progresse avec le temps? Alors, elle progresse des chiffres au niveau du nombre d'enfants diagnostiqués. Oui, tout à fait. On est tout le temps aux alentours de 2500 enfants. Après, ça reste des chiffres, des statistiques. Et malheureusement, on n'a peut-être pas toutes les statistiques sur ce type de cancer. Est-ce que vous avez le sentiment tous les deux qu'on a du mal, et bien sûr vous faites un travail extraordinaire, mais que vous devez vous employer corps et âme pour mobiliser les acteurs de la recherche, que ce soit en France ou en Europe? Pourquoi c'est si compliqué sur un sujet au final qui fait consensus? Pourquoi c'est compliqué? La raison, elle est assez simple. C'est-à-dire que pour faire des essais cliniques, pour faire des programmes de recherche, il faut de l'argent. Il faut mobiliser de l'argent. Alors aujourd'hui, on est dans une période où on a quand même un peu de chance. Les choses ont bien évolué. On est aujourd'hui dans le plan cancer européen, on est dans le plan cancer de la France. La partie pédiatrique est dans ces plans cancer, ce qui est très très bien, et donc les choses vont dans le bon sens. On a des initiatives qui sont mises en place et qui permettent d'aller beaucoup plus vite, d'aller beaucoup plus loin, ce qui n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, il y a vraiment une lueur d'espoir en fait contre le cancer. Les dernières actualités, d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera après, sont extrêmement bonnes sur certains types de cancers qui sont incurables. Donc, il y a des Faites allusion à quoi? Avancées. Je fais allusion à la dernière actualité qui est sortie la semaine dernière ou la semaine d'avant, qui est en fait un programme qu'on a financé au sein d'Imagine for Margot, qu'on a cofinancé avec d'autres acteurs bien sûr, qui est le programme Biomed, qui a été mené à Gustave Roussy et qui a permis notamment de guérir un cancer incurable, le cancer du petit Lucas. On en a beaucoup entendu parler dans le Parisien, dans beaucoup de revues. C'est un travail de longue haleine. Le Biomed, c'est un programme qui a été lancé en 2014. C'est un programme sur lequel nous on a mis 1,6 million, pardon. Donc c'est un travail de longue haleine, mais il y a de l'espoir. L'espoir est là et il faut continuer en fait de se mobiliser pour guérir tous les enfants. Comment est-ce que vous travaillez avec les parents touchés par les cancers pédiatriques? Alors, on travaille de différentes manières. En fait, l'association, sa mission principale, c'est d'accélérer la recherche. Ça, c'est ce qu'on vient de parler tout à l'heure. On a 2 autres missions qui sont sensibiliser et mobiliser, parce que c'est comme ça qu'on enlève le tabou autour du cancer. Et la 4e mission, c'est d'accroître le bien-être des enfants. Nous, on suit à peu près 500 familles en France aujourd'hui. Le but de notre action pour travailler avec les familles et pour les accompagner, c'est de leur proposer des activités, des parenthèses en fait à leur quotidien. Ça va être des activités soit à l'hôpital pour les enfants qui sont en plein traitement, soit pour les enfants qui sont sortis de l'hôpital. On va aussi proposer d'autres types d'activités comme des tournois de e-sport, des rencontres. Il y a souvent notre marraine, la garde républicaine, qui vient à l'hôpital ou organise des choses chez elle. On a des événements comme le rallye du cœur qui permettent à la fois de collecter des fonds mais aussi d'offrir une parenthèse aux enfants. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites et le but c'est d'accroître le bien-être des enfants pour leur permettre en fait d'oublier en fait un petit peu la maladie, même si c'est qu'un moment. C'est hyper précieux, que ce soit pour les familles ou pour les enfants. Quel est ton secret pour garder à chaque fois ce sourire? J'ai toujours été comme ça, je pense. Peu importe les épreuves. Ouais, j'essaye. Je pense que communiquer un peu de positif, de bienveillance,
c'est important. Et dans les périodes de doute, tu te reposes sur qui ? Tu te tournes vers qui aujourd'hui ? Surtout mes parents, je pense, et mes sœurs qui ont été toujours présents. Et je les remercie parce qu'ils m'ont tellement donné et sans eux, jamais je serais là. Ils sont toujours été toujours là, en fait, toujours à m'accompagner, à me faire rire, à me faire penser à autre chose. Et ça a été vraiment un combat tout aussi dur pour eux que pour moi, quoi. Oui, j'imagine qu'ils sont fiers de toi aujourd'hui. La loupe d'Alix. Et Alix, tu nous parles d'un livre écrit par un papa dont le fils était malade. Ça s'appelle Le Petit Patient. Oui, un hommage de Vincent Passera Palmbach à son fils Karl, emporté à l'âge de 7 ans par une tumeur cérébrale, la deuxième cause de cancer chez les enfants après la leucémie. C'est en 2016, 3 ans après la disparition de son fils, que Vincent entreprend la rédaction de ce livre qui n'a vu le jour qu'en janvier 2023. À l'origine, ce récit était un journal de bord tenu par Vincent. Plus qu'un témoignage, ce livre est une ode à tous les petits patients et à leurs familles. Vincent y dépeint le courage et la détermination de Karl face à un cancer pédiatrique foudroyant qui a bouleversé la vie de toute la famille. À travers ces pages, Vincent revient sur le soutien bienveillant, parfois moins, du corps médical, l'incompréhension, la douleur. Mais ce récit met surtout en lumière la force de l'amour parental, une force qui transcende même les moments les plus sombres, les plus douloureux. Karl est parti le 16 avril 2014, à peine 2 jours avant son 7e anniversaire. À travers Le Petit Patient, Vincent espère sensibiliser le public à la réalité du cancer pédiatrique et à la nécessité de soutenir la recherche dans ce domaine. Lui invite également ceux qui le souhaitent à soutenir la Fondation Flavien. Le livre est édité par les éditions Lamartine. Le Petit Patient, merci beaucoup Alix aux éditions, effectivement. L'Harmattan, quels espoirs vous fondez dans tous les essais cliniques en ce moment ? Le sentiment qu'il y a de véritables avancées. Oui, il y a des grandes avancées. On en parlait juste avant. Il y a le petit Lucas avec l'essai Biomed, mais il y a plein d'autres essais qui donnent des résultats extraordinaires. Le problème de la recherche, c'est que c'est du temps long. Aujourd'hui, on est dans une société où on veut tout de suite. La recherche. Nous les médias, la société de l'immédiateté, c'est vrai, bien sûr. Et donc la recherche, ça prend du temps, mais elle avance grandement. On a des programmes comme MAPIAC, comme Accès Smart, qui sont des programmes qui font avancer les choses, et notamment, comme vous le disiez juste avant, Alix, sur le livre qui vient de sortir sur les tumeurs cérébrales, c'est quelque chose qui n'a pas avancé grandement depuis les 30 dernières années. Et donc nous, pour le prochain appel à projet de Fake Kids Cancer, l'appel à projet 2024, on a décidé de mettre le curseur sur ces tumeurs, parce que du coup il faut faire avancer la recherche de manière beaucoup plus rapide sur les tumeurs. Est-ce que il y a une médecine à 2 vitesses concernant effectivement les cancers entre les adultes et les enfants, puisque ce que le grand public ne sait peut-être pas, mais que moi j'ai découvert en préparant cette émission, en allant notamment sur effectivement votre site qui est très bien fait, c'est que les enfants prennent des médicaments d'adultes. Alors oui, en fait, il n'y a pas forcément de médecine à 2 vitesses, beaucoup moins aujourd'hui, on le disait avant, parce qu'il y a une dynamique qui est en cours et qui est insufflée à la fois par les associations, notamment du collectif Gravir, ou par les acteurs clés de la santé, les politiques, etc. Donc aujourd'hui, on est beaucoup moins dans ce cas-là. Mais malgré tout, il faut savoir que la recherche contre le cancer est essentiellement axée sur le cancer de l'adulte. Et que souvent, les enfants vont avoir des médicaments qui sont adaptés des médicaments trouvés sur l'adulte. Or, le cancer de l'enfant est complètement différent du cancer d'un adulte. Les enfants ne sont pas des adultes miniatures, en quelque sorte. Donc, c'est pour ça que nous, on développe ce qu'on appelle la médecine de précision ou la médecine personnalisée, ça dépend des termes. Mais c'est extrêmement important, en fait, de continuer d'agir pour une médecine bien définie pour les enfants. C'est quoi cette médecine de précision ? Alors la médecine de précision, comme son nom l'indique, en fait, c'est qu'on va aller directement cibler une anomalie dans la tumeur pour réussir à la traiter. On va faire ce qu'on... Pardon de vous couper. C'est ton cas, par exemple, Clara, ou c'est encore différent ? Je pourrais pas vous dire. Ah, c'est très technique. Oui, c'est assez technique. En fait, ça dépend vraiment des cancers, des types de cancers, et même dans certains cancers, on peut avoir de la médecine de précision qui va être appliquée. Nous, si vous voulez, on a vraiment axé là-dessus nos recherches. Notamment, on a financé les premiers séquençages moléculaires, parce que le but, pour mieux comprendre les cancers, c'est d'aller chercher véritablement qu'est-ce qui va pas, en fait, dans la tumeur. Et
grâce à la médecine de précision, en fait, on va en quelque sorte résoudre une équation dans laquelle il y a beaucoup d'inconnus. Les inconnus diffèrent en fonction des enfants, et c'est vraiment en regardant à l'intérieur qu'on va réussir à trouver les bons traitements. Quel métier tu veux faire plus tard? Franchement, je sais pas trop. Attends. J'aimerais peut-être me diriger vers le métier d'avocat ou juriste. Ah, tiens donc. Ouais. D'accord. On ne s'accroche donc pas pour rien. Non. Il y a un but à la fin. Il y a un but. Un but à la fin. Et tu as déjà des mentors, des exemples en tête, justement, quand tu penses au métier d'avocat? Tu arrives à visualiser, à le projeter, justement? Tu as des exemples? C'est dur, hein. Bon, je ne veux citer personne. Non. Je ne veux mettre mal à l'aise personne. Tu arrives à trouver un équilibre entre ton engagement associatif et tes études? Je suis vraiment beaucoup épaulée par mes parents, surtout mon père qui a trouvé dans l'association un moyen d'être actif, parce qu'on a beaucoup subi la maladie pendant toutes ces années, et par cette action, il a vraiment, je pense, eu un moyen, un levier de se dire j'aide ma fille à mon niveau par toutes ces actions, et donc voilà, c'est comme ça que je m'appuie beaucoup sur eux, quoi. Si vous souhaitez faire un don, bien sûr, vous allez sur le site, vous faites imagineformargot.org, c'est pas compliqué, vous tombez directement sur le site, c'est très bien indiqué. Aujourd'hui, l'association a besoin de quoi? Comme on vient de le dire, elle a besoin de fonds supplémentaires pour pouvoir financer encore plus la recherche. Elle a besoin aussi qu'on parle de plus en plus du cancer. Cette émission, elle est extrêmement importante pour ça, parce que plus on en parlera, plus on parlera du cancer des enfants, plus on enlèvera ce tabou, et plus en fait on arrivera à mobiliser, sensibiliser les personnes contre ce type de maladie qui touche, je le rappelle, 2500 enfants par an en France, qui est la première cause de décès par maladie chez les enfants de plus d'1 an. En France et en Europe de plus d'1 an. Oui, effectivement. Aujourd'hui, est-ce que vous faites des interventions dans les écoles? Est-ce que vous avez les moyens de faire des interventions? Est-ce que c'est Alors on fait certaines interventions dans certaines écoles. D'accord. Après, ça demande beaucoup de temps, bien sûr. Mais on essaie. C'est beaucoup de ressources, du coup. Voilà. Et on s'appuie beaucoup sur nos formidables bénévoles comme Clara, pour aller sensibiliser au sein. Bénévole actif. Voilà. Très actif. Vous en manquez de bénévoles? Alors, on n'en manque pas forcément. On va avoir beaucoup besoin de bénévoles sur les événements. Sur les événements comme la course Enfants sans cancer, que ça soit à Saint-Cloud ou à City. C'est des one-shots. On va dire comme on n'intervient pas directement dans les hôpitaux comme le font certaines autres associations, et c'est très très bien, on n'a pas forcément besoin de bénévoles actifs pour les hôpitaux. Après, on a besoin toujours de bénévoles pour des tâches ou pour des événements. Et si on peut avoir des bénévoles en quelque sorte qu'on va former pour aller sensibiliser dans leurs entreprises, dans les écoles, ou même parler de manière générale à leurs proches, ça on en a toujours besoin, et c'est quelque chose qui est très important. C'est plus des relais de communication dont on va avoir besoin pour sensibiliser, mobiliser au sein de la société française. Vous savez, on a des ambassadeurs en France, on en a quelques-uns qui mobilisent énormément, notamment une qui est Sophie Labelle, qui mobilise à Reims. Si vous regardez pendant Septembre en Or, tout ce qui est fait à Reims par une seule personne, si on pouvait en avoir une comme ça dans chaque ville, ça serait extraordinaire, et je peux vous dire que le combat contre le cancer des enfants avancerait très vite. imagineformargot.org si vous le souhaitez faire un don. Maxime, on l'a compris, tu n'as pas participé à la course, mais tu avais une bonne excuse le 23 septembre dernier. Clara, toi, tu as mouillé le maillot. Tu as repris aussi le tennis? Non, j'ai pas pu encore. J'ai encore des problèmes, on va dire, suite au traitement. Et je pense que je vais ménager un peu. Mais c'est mon but. C'est un jour reprendre le tennis. Ouais, ça me manque beaucoup. Une avocate qui monte à la volée. Tout un programme. Merci beaucoup, Clara. Merci. Vraiment infiniment d'être venue témoigner aujourd'hui, d'être venue nous parler effectivement de ton combat au sein de l'association. Clara Géry, étudiante en droit, 3e année à la Sorbonne. Magnifique, la Sorbonne. Bénévole active de l'association Imagine for Margot, Children Without Cancer. Et Maxime Roch, qui est responsable communication et marketing, qui a donc raté la course. Mais c'est pas grave. Tu sais, le mec parle, mais moi, j'y suis pas allé donc. Donc, on vous attend l'année prochaine. Exactement. Et alors, je vous ai pas montré, j'ai un petit truc que je ne me sais rien du tout. L'année prochaine, je serai là, effectivement. J'ai vu qu'il y avait au choix 5 ou 10 km. Vous pouvez courir ou marcher. On peut courir ou marcher. On va marcher, tranquille. 45 ans, tu marches, donc tu te blesses, c'est compris. Il n'y a pas de souci. Merci infiniment, Alix. On se retrouve demain et j'espère vous revoir, bien sûr, très bientôt pour qu'on reparle, bien sûr, de cette cause qui nous tient à cœur. À demain. Ciao.